Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Il affirme représenter l'avenir. L'opposant ougandais Robert Kyagulanyi a été arrêté alors qu'il était en pleine campagne électorale pour la présidentielle du 14 janvier. Les autorités lui reprochent d'avoir enfreint les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie. Le sud de Madagascar toujours confronté à une insécurité alimentaire en raison de la sécheresse, une situation alarmante qui a poussé certains producteurs à mettre en place des initiatives. La transformation du manioc en fait partie. Et enfin un remède qui suscite l'engouement au Cameroun. L'archevêque de Douala, Samuel Kleda, dit avoir élaboré un traitement anti-Covid-19. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la mise en place de mesures restrictives au Sénégal pour faire face au coronavirus. Ce 5 janvier, le président Macky Sall a décrété l'état d'urgence sanitaire ainsi qu'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Des mesures qui ne concernent pour le moment que les villes de Dakar et de Thiès, où les contaminations sont accrues. D'autres décisions ont également été prises, parmi elles l'obligation du port du masque et l'interdiction des grands rassemblements. Rappelons que le Sénégal a enregistré plus de 19 000 contaminations depuis le début de la pandémie, ainsi que 400. En Ouganda, le candidat à l'élection présidentielle du 14 janvier, Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine, a une nouvelle fois été arrêté par les autorités. Arrestation survenue alors qu'il était en pleine campagne. Il lui est reproché d'avoir enfreint les mesures mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le candidat qui reste catégorique, le principal opposant au président Yoweri Museveni, affirme représenter l'avenir. Gladys Mambar. Il a troqué son traditionnel béret rouge contre un casque et un gilet pare-balles assure sa protection en permanence. Le principal candidat ougandais de l'opposition, Robert Kyagulanyi, est équipé pour affronter de plein fouet la campagne électorale qu'il décrit lui-même comme une zone de guerre. Quand tu regardes mon casque balistique, tu verras que des fragments l'ont impacté de nombreuses fois. Si je ne l'avais pas, je ne sais pas ce qui serait arrivé, ni à moi et à tous les autres. 6 personnes avec qui j'étais en voiture ont été touchés. Je sais que le régime continue de me prendre pour cible. Plus connu sous son nom de scène, Bobi Wine est le favori des 10 prétendants à la magistrature suprême qui défient le président sortant Yoweri Museveni à l'élection présidentielle du 14 janvier. Ses multiples détentions et arrestations ne sont pas venues à bout de son zèle, ni de celui de ses partisans. En novembre 2020, son arrestation avait déclenché des émeutes et fait au moins 54 morts. Il y a eu une vague de meurtres, des meurtres sanctionnés par l'État. En novembre, il y a eu un massacre, plus de 100 personnes ont été tuées, bien que le président Museveni n'en ait mentionné que 54. Tués par la police et l'armée, par balles, là, on est plus ou moins dans une zone de guerre. Député, chanteur et candidat à la présidentielle, Robert Kyagulanyi mise sur son énergie juvénile pour l'emporter le 14 janvier, du haut de ses 38 ans. Un pari qu'il pourrait gagner s'il parvient à convaincre pleinement les électeurs de moins de 30 ans qui constituent près de 80% des 46 millions d'habitants que compte la population ougandaise. Elle découle d'une coopération fructueuse entre la République démocratique du Congo et la France. L'école de guerre de Kinshasa a été inaugurée ce 5 janvier par le président Félix Tshisekedi, une institution qui permettra ainsi aux forces armées du pays de compléter leur cycle de formation. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. L'offre formative militaire s'étoffe en RDC avec une école de guerre pour les forces armées. La cérémonie de lancement ce mardi 5 janvier 2021 à Kinshasa a été présidée par le commandant suprême des forces armées, le chef de l'État Félix Tshisekedi. Avec l'école de guerre de Kinshasa, les FRDC sont désormais munis d'un instrument pour un cycle de formation complète de ses officiers. Cette école de guerre vient renforcer dans le cadre de la réforme des forces armées en cours le trinôme FEC, formation, équipement et casernement, dans son volet formation en complétant le cursus de formation. Elle s'intègre dans les réseaux des écoles de guerre francophones et des écoles équivalentes.
Fruit de la coopération militaire entre la France et la RDC, 25 officiers stagiaires constituent la première promotion de cette école. À l'issue de leur formation, ces officiers seront entre autres capables de gérer une crise impliquant la participation des forces armées selon une approche globale. Pour ces pays entourés de 9 voisins, le défi sécuritaire est bien important. En ce moment ici, il faut une école de guerre, parce que c'est aussi une école de philosophie de guerre et de la paix. C'est ici qu'on va concevoir les plans, c'est ici qu'on va concevoir les stratégies, à côté évidemment du TIES. Donc, en même temps, comme ce sont des stratégies et comme ce sont l'ensemble de, comment je puis dire, des formules globales, c'est un événement important. C'est une institution importante pour la République. Il faut noter que la RDC est victime dans sa partie est de diverses attaques perpétrées par les groupes armés, souvent en provenance des pays voisins. Et dans la perspective du retrait progressif de la MONUSCO, l'école de guerre inaugurée ce mardi est donc un instrument stratégique pouvant renforcer l'efficacité de l'armée congolaise qui occupe la 9e place en Afrique selon le classement 2019 de Global Firepower. Plus de 596 millions de dollars, c'est la somme dont va bénéficier la municipalité de Porto Novo au Cap-Vert. Un investissement destiné à booster sa compétitivité, notamment dans le domaine du tourisme, de la pêche ou encore de l'industrie. Nelly Claude Bessa. Pour stimuler l'économie capverdienne et renforcer la compétitivité de la municipalité de Porto Novo, 596,2 millions de dollars seront alloués à Porto Novo. Ces fonds issus de la Chambre de Porto Novo s'inscrivent dans le plan d'investissement municipal pour l'année 2021. Parmi l'orientation de cet investissement, le conseil municipal prévoit promouvoir le tourisme local à travers la création de l'office de tourisme de Ribeira das Patas, la promotion des festivals de Sao João et la construction de la deuxième phase de requalification de la plage de Corraletes. Pour la compétitivité de la ville, ça va leur permettre de redynamiser la compétitivité de la ville, notamment au niveau de l'emploi, au niveau aussi des revenus et du dynamisme de la région, car il y aura assez d'échanges qui vont être faits et cela va favoriser la croissance et l'émergence de la municipalité. Le secteur de la pêche bénéficiera également d'importants investissements tout au long de l'année 2021. Ces ressources serviront à la construction du marché municipal de vente de poissons, une infrastructure tant attendue par les opérateurs de pêche de la commune de Porto Novo. En termes d'électricité, la commune procédera à l'électrification rurale et au renforcement de la centrale photovoltaïque Tcha de Feijol à Planalto Norte. L'investissement dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et notamment du tourisme est une condition indispensable à la croissance économique du pays. Il est en effet le moteur qui entraîne les rouages de la machine économique en permettant aux entrepreneurs de réunir les ressources nécessaires pour pouvoir produire. Ces initiatives permettront de redynamiser ces secteurs tout en soutenant la compétitivité, c'est-à-dire à aboutir à une meilleure capacité du pays à s'intégrer au marché mondial et à mieux échanger. Pour le compte de cette année 2021, la commune de Porto Novo envisage de créer un fonds de soutien aux activités agro-pastorales, d'augmenter les activités génératrices de revenus pour une meilleure compétitivité. L'insécurité alimentaire pèse sur le sud de Madagascar, faute de pluie abondante. Cette situation alarmante menace plus d'1 million d'habitants. Pour y faire face, des initiatives ont été mises en œuvre. L'une d'entre elles concerne notamment la transformation du manioc par des producteurs. Samantha Sabero Sabobanga. Le sud de Madagascar est en manque de pluie depuis plusieurs mois. Ce déficit de pluie a un impact sur la sécurité alimentaire du pays. Afin de pallier la crise dans 3 régions de l'extrême sud de Madagascar, ils sont des centaines de producteurs à s'être mis à la transformation du manioc en gari pour pouvoir faire face à la période de soudure. En effet, c'est plus d'1 million d'habitants du sud, soit la moitié de la population, qui sont en état d'insécurité alimentaire. Cette démarche initiée par les femmes habitant le grand sud de Madagascar démontre une fois de plus que les solutions ne viendront pas uniquement des autorités locales, elles ne viendront pas non plus uniquement des aides internationales ni des ONG. Bien évidemment, cette tripartite est obligatoire pour que nous puissions endiguer le problème de famine dans le grand sud, mais il faudra d'abord, dans un premier temps, utiliser et exploiter les terres qu'il y a sur place. Le manioc était vendu à des prix vils.
Désormais, le manioc ne finit plus directement dans les marmites comme auparavant. Il est d'abord broyé, fermenté, torréfié et enfin séché pour obtenir une farine épaisse. En effet, plusieurs femmes produisent par jour 240 à 480 kg de gari. Cette initiative a permis d'améliorer le quotidien d'un peu plus de 38 000 habitants dans les 3 régions où elle est implantée. Afin de soutenir les femmes du Grand Sud de la Grande Île, le Programme alimentaire mondial a donné des machines pour la transformation du manioc. Si nous voulons, à Madagascar, notamment dans le Grand Sud, mais pas que dans le Grand Sud, mais dans grand nombre de terres situées dans toute la Grande Île, il faut utiliser les terres arables. Cela permettra inévitablement de permettre l'autosuffisance alimentaire et cela permettra aussi de lutter contre l'exode rural et contre la pauvreté, qui sont des grandes thématiques et problématiques à Madagascar, quand on sait notamment qu'une ville comme Tananarive est très engorgée. Désormais, grâce au gari, les populations du sud de Madagascar peuvent manger à leur faim et se rémunérer. Par ailleurs, d'autres initiatives se mettent en place pour donner une solution sur le long terme aux ménages de ces localités. La Tunisie entend améliorer son système éducatif. Le 2 janvier dernier, le ministère de l'Éducation a lancé une étude en vue non seulement d'analyser, mais aussi de mettre en lumière les faiblesses du secteur. Cette stratégie est soutenue par le Partenariat mondial pour l'éducation. Les détails avec Lorita Simbou. Le ministère tunisien de l'Éducation a lancé le 2 janvier 2021 une étude diagnostique et analytique du système éducatif national dont le but est d'améliorer la qualité de l'éducation dans le pays. Ce projet, dont le montant n'a pas été rendu public, sera financé par le Partenariat mondial pour l'éducation. Ça pourra apporter d'ailleurs un bon changement, mais à condition, une seule condition, c'est que cette étude soit accordée ou remise entre les mains de compétents. On ne peut pas fonctionner sans tribunal constitutionnel. Le président va dans un sens, le Premier ministre va dans un autre sens, les petits partis vont dans un autre sens, et pendant ce temps-là, la Tunisie perd des occasions absolument merveilleuses pour la jeunesse. L'étude va permettre de relever les points faibles du système éducatif tunisien afin d'y orienter les investisseurs. Elle mettra un accent sur les changements survenus avec la crise sanitaire actuelle. Selon le ministère tunisien de l'Éducation, les domaines de la formation, des ressources humaines, des infrastructures et de la gouvernance auront une place majeure dans cette stratégie. On a besoin de donner à ce bout de l'Afrique qui est la Tunisie, ce bout de l'Afrique a besoin d'avoir la possibilité de créer des richesses nationales. Une éducation bien préparée, bien délivrée et surtout bien orientée, puisque l'éducation en Tunisie était la valeur la plus importante dans les familles. Aujourd'hui, les familles envoient leurs enfants à l'école et ils essaient de les sortir le plus vite possible pour qu'ils aillent faire de l'agriculture. Le gouvernement tunisien reste confiant sur le fait que cette étude permettra de surmonter les défis auxquels est confronté son système éducatif. De plus, le financement du Partenariat mondial pour l'éducation viendra appuyer le budget consacré à l'éducation, comme souhaité par le ministère tunisien de l'Éducation. Au Cameroun, l'archevêque de Douala, Samuel Kleda, affirme avoir élaboré un remède contre le coronavirus. Un remède confectionné à base de plantes et qui soulagerait les symptômes de la maladie. Ce traitement suscite l'engouement au Cameroun, mais pour l'heure, les autorités sanitaires n'ont pas attesté de son efficacité, faute d'études cliniques. Fanny Mounichi et Gladys Mamba. Ici, à l'hôpital catholique Saint-Paul de Douala, sœur Solange Stéphanie Ngokouya prescrit un traitement contre la Covid-19 gratuitement. Plusieurs hommes et femmes masqués attendent devant son bureau en espérant obtenir le fameux remède. Ce remède, c'est celui de l'archevêque de Douala, Samuel Kleda. En avril dernier, il annonçait avoir mis au point un traitement à base de plantes contre le coronavirus. Quand le monde est vaincu, il faut, n'est-ce pas, chacun doit, n'est-ce pas, il faut proposer toutes les solutions. Et c'est ce que, n'est-ce pas, j'ai dit non. Et un virus ne peut pas, n'est-ce pas, vaincre le monde de cette manière-là. On peut toujours trouver une solution. Ça, c'est ça qui m'a poussé. J'ai dit non, proposons cela. On ne peut pas rester devant n'est-ce pas, un ennemi pareil. Je crois des gens qui disaient, voilà, nous sommes en guerre. Mais quand on fait la guerre contre une infection, une pandémie, qu'est-ce qu'on fait? On trouve des remèdes. Ce n'est pas
On n'a pas des armes à prendre, mais on trouve les remèdes pour combattre la pandémie. Un remède disponible dans les hôpitaux catholiques du pays avec une demande croissante. Samuel Cléda affirme d'ailleurs que des évêques d'autres pays africains lui auraient demandé ce traitement. Pour autant, l'efficacité du remède de l'archevêque de Douala n'a pas été prouvée par un comité scientifique international. Ce qui fait problème, c'est les étapes de l'étude. Depuis que le médicament est là, nous avons des gens qui guérissent. Ça, c'est vrai. Mais de manière exacte, en tant qu'expert en santé publique, je ne peux donner un résultat parce que je n'ai mené aucune étude jusqu'ici là. Une étude a des étapes, une étude en santé publique a des étapes et des conditions. Nous n'avons pas fait d'échantillonnage, nous n'avons fait aucune évaluation, encore moins un suivi. En tant qu'expert, je ne peux pas donner une réponse concrète. Je parle des choses que j'ai vues, mais que je ne peux pas démontrer ou déchiffrer. L'archevêque passionné de phytothérapie se dit certain des bienfaits curatifs de son remède. Le Cameroun compte à ce jour plus de 26 000 cas de contamination à la Covid-19 et 448 décès. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.